Ça s'est fait tout de suite. C'est rajouter finalement la qualité tous. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast Brian Colon. Aujourd'hui, mon invité, c'est un podcast en famille. On va parler de basket. Comme j'ai l'habitude de dire, moi je laisse mes invités se présenter. C'est pas l'invité, c'est juste mon cousin qui est là avec moi. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui t'ont demandé si jamais. On n'avait pas pu tourner l'épisode avant parce qu'il est trop occupé. C'est pas de notre faute. Donc, Monsieur Gino Martinez nous fait le plaisir d'être avec nous. Franchement, c'est super cool d'avoir accepté notre invitation, de venir partager avec nous un petit moment, de nous expliquer ou de nous, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous partager ton parcours. Et surtout, j'ai pas mal de questions vu que moi aussi, je fais du basket. Toi, tu as fait du basket. Tu fais du basket déjà depuis 20 ans, je pense. Donc, Gino, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, ça fait un moment qu'on en parle et qu'on n'arrivait pas forcément à se mettre en place. On a tous les deux des plannings bien différents. Après, oui, donc Gino Martinez, 40 ans passés maintenant. Je fais du basket depuis, j'ai arrêté de compter les nombres d'années, mais effectivement... Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, ça c'est sûr. J'ai commencé plus ou moins à 13 ans, donc faites le calcul. Maintenant, quelques années en Liga, plus de 10 ans, je crois, à passer à jouer en Liga. Et puis, arrêté pour diverses raisons, on pourra peut-être en parler un peu plus tard. Et puis, maintenant, surtout actif dans le 3-3 avec Montreux. Pourquoi le basket? Pourquoi le basket? Alors, c'est pas forcément venu comme une évidence. Je pense qu'au départ, j'ai commencé comme beaucoup par le foot. Parce que c'était plus pratique, parce que c'était plus simple, parce que les potes jouaient au foot. Mais avec toujours cette pression un peu familiale, parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes dans la famille qui faisaient du basket, notamment ton père. Donc, ton oncle. Ouais. Donc là c'est sûr qu'on avait un peu cette pression un peu familiale sur le basket. Mais moi, j'étais plutôt foot. Et pendant 2 ans, j'ai fait du foot. Et après, j'ai arrêté pour des raisons de croissance. J'avais cette problématique où tes tendons grandissent moins vite que ton ossature. Donc, du coup, je ne me rappelle plus exactement le nom de cette maladie qu'ont beaucoup de jeunes, finalement, à un moment donné, qui faisait que je ne pouvais plus être accroupi ou ainsi de suite. Donc, les médecins m'avaient dit à l'époque, arrêtez de faire du sport, reposez-vous, mettez de la glace, voilà. Et puis, avec le temps, et quand on a vu d'autres médecins qui ont dit « Mais non, pas du tout, faut juste faire un bon stretching et puis avancer un peu avec ça ». Quand j'ai voulu reprendre le foot, là, on m'a mis un gros veto. On m'a dit non, le foot c'est fini, là, va faire du basket. Qui t'a mis un veto? À la maison. On va pas aller chercher midi à 14h. Tu connais ta tante, quand même un maman. Mais non, mais en même temps aussi, j'avais un pote que j'avais rencontré en colonie de vacances qui, lui, on s'est retrouvé à habiter dans le même immeuble. Et puis lui faisait du basket. Et puis à ce moment-là, je dis tiens, je vais essayer. C'est là que je me suis retrouvé à jouer au basket après là. À partir de quel moment est-ce que le basket devient où tu te dis je prends les choses sérieusement et puis je pense que, évidemment, encore une fois, je le dis tout le temps, on est en Suisse. On a pour certains la chance de pouvoir vivre de ça quelques années. Il n'y a pas énormément de clubs qui sont en mesure de payer un salaire correct à des joueurs de ce niveau-là. Mais à quel moment est-ce que tu prends la chose au sérieux et surtout tu dis ok, je veux devenir professionnel? En soi, moi, pour le basket, j'ai toujours eu ce côté, c'est d'abord, je le fais pour le plaisir et je regarde où ça m'amène. Les étapes, je les ai faites les unes après les autres. Disons que l'argent et les contrats sont venus un peu avec le temps. Parce que comme tu le sais, tu vois, t'arrives et puis on te dit « Ah, t'es un super jeune, ouais, viens jouer avec nous, viens jouer avec la Liga, viens t'entraîner 2 fois par jour, viens enchaîner plein de trucs. » Mais effectivement... contrairement à d'autres sports, tu n'as pas forcément des moyens financiers qui arrivent tout de suite. Donc, du coup, tu regardes un peu, alors qu'est-ce qu'on m'offre, qu'est-ce que je fais. Bon, j'avais des formations en parallèle, mais le vrai moment où je me suis dit, allez, let's go, vas-y, pars sur un semi-professionnel de basket, entre guillemets, en Suisse, c'est quand j'ai fini mon apprentissage. Quand j'ai fini mon apprentissage de gestionnaire de vente, là, j'ai dit, ok, j'ai un papier en poche, j'ai un truc. Maintenant, donne-toi un peu les moyens de voir si à 2 entraînements par jour, si en prenant le truc un peu plus sérieusement, est-ce que oui ou non je peux devenir un peu plus pro.
entre guillemets. Mais là, c'est déjà presque trop tard. Tu as 18 ans et tu rentres dans le monde adulte, entre guillemets, le monde pro. Mais en même temps, les habitudes d'un professionnel, c'était pour moi presque trop tard déjà. J'avais déjà pris l'habitude de travailler quand je pouvais faire mon entraînement, surtout en m'amusant, pas forcément en travaillant dans un but précis. M'améliorer, oui, mais pas dans le but d'atteindre une ligne un peu supérieure. Moi, je jouais vraiment dans le but de me dire, hé, tu te marres bien, continue. Bah, tu as dit à 18-19 ans, c'est là que tu finis ton apprentissage et que ça devient un peu plus sérieux. Comment est-ce qu'on gère à ce moment-là le fait de, Gino qui finit son apprentissage, il a un papier en poche, il va se donner peut-être les moyens d'aller de pousser un peu le truc un peu plus loin, comme tu l'as dit. Et moi, je sais et j'ai le souvenir que dès cet âge-là, 18, 19, 20, par là, tu avais déjà un rôle quand tu étais en Liga à Lausanne. Tu avais déjà un rôle, tu étais tout simplement le patron de l'équipe. Comment est-ce qu'on gère ça? Même si à côté, même si on espère tous, évidemment que l'argent est important, gagner de l'argent en faisant le sport qu'on aime, mais comment on gère ce statut de jeune, entre guillemets, à passer tout de suite à avoir les clés d'une équipe? En soi, à l'époque, à Lausanne, il y avait quand même beaucoup de mouvements. Les étrangers s'enchaînaient les uns après les autres. Je me souviens d'une année où on n'était pas arrivé encore à décembre et puis on avait eu 15 joueurs différents qui étaient passés par le contingent de l'équipe. Donc, en soi, je pense que ce qui a fait que j'ai pu garder ce rôle et avoir ce rôle-là, c'était que dans ma tête et dans mon esprit, moi, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas un type sur ce terrain qui était plus fort que moi. C'était un peu cette idée dans la tête, ce que de dire, ok, pour moi, je suis plus fort que ces mecs-là, donc je mérite le rôle qui est le mien. Et si on ne me le donne pas, c'est moi qui vais aller le prendre. Après, quand il y a plein de gens qui sont de passage et puis qui viennent, qui pour des raisons de contrat, qui pour des raisons parce qu'ils sont pas bons, parce que c'est pas un bon choix, pour plein de raisons, les gens passent. Il suffit un peu de temps à autre de laisser passer leur âge, de continuer à bosser toi de ton côté, et puis les choses arrivent pour les personnes qui sont présentes au bon moment. D'où, c'est intéressant, parce que moi, vous savez tous, je partage des petites réflexions sur le mental, et c'est quelque chose, tu vois, que par exemple, toi et moi, en tant que famille, on a habité ensemble pendant de nombreuses années. Moi, j'avais jamais entendu ça de toi, tu vois, de dire que je vais aller chercher mon truc, je vais bosser pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir et je vais te montrer que je suis meilleur que toi. Et on a tendance de nos jours à penser ou à voir ça comme de l'arrogance ou comme une personne qui se croit au-dessus des autres, alors que non. Moi, je voudrais que tu expliques selon tes mots à toi, parce que moi, je partage beaucoup ça. D'où est-ce que nous, ou toi, tu tiens ça? Franchement, je sais pas, je pense qu'on vient de loin sans en même temps avoir vécu une vie en guillemets compliquée, je pense, de mener pleine de hauts et de bas pour diverses raisons. Mais je pense juste que quand tu fais ton sport, quand tu fais ton truc, c'est quelque chose dans lequel pour moi, on dit même, moi je m'épanouissais beaucoup dans le basket. C'est là où j'avais réellement trouvé ma place. Et puis, depuis finalement que j'ai commencé à jouer au basket, que les années se sont enchaînées, que des entraînements perso les uns après les autres, qu'en fait, je ne trouvais pas de plaisir et d'intérêt dans autre chose que ce que je faisais en termes d'entraînement. Donc, un entraînement en emmenant une qualité physique que tu atteins avec le temps et le travail, du coup, tu enchaînes et tu fais pas tout ce boulot-là pour finalement arrêter au premier qui vient vers toi et qui te dit genre « Ah non, toi, t'es pas bon » ou « Toi, tu sais pas faire ci » ou « Toi, tu sais pas faire ça ». Après, je pense que c'est aussi une qualité personnelle que j'estime avoir, qui est celle d'être têtu, mais têtu dans le sens de dire « Moi, je vais te montrer à toi que moi, je peux faire et que moi, je sais faire. » Et que après, tu prends ou tu prends pas, ça c'est t'as le choix, tu vois. Mais dans le sens, je vais te rendre la tâche difficile. Si tu veux me passer à côté en tant que joueur, je vais te rendre la tâche difficile parce que je vais arriver, je vais être là aux entraînements, je vais bosser, je vais me préparer et physiquement, je vais courir tout l'entraînement, je vais peut-être rater des shoots, mais je vais en reprendre, je vais continuer à travailler, je vais défendre dur aussi à tout l'entraînement. Et puis du coup, après, en tant que coach, tu n'auras pas le choix de ne pas me faire jouer.
Et si tu ne me fais pas jouer, entre guillemets, ben, ce sera ta décision. Je devrais la respecter en tant que telle, mais tout le monde, tout le monde verra que mon état d'esprit et ma manière de jouer fait que je me rends indispensable. C'était ça le plus important pour moi, c'était de me rendre indispensable au point que les gens ne pouvaient pas regarder et se dire comment est-ce que Gino il peut être sur le banc. Est-ce que à ce moment-là, enfin, très tôt dans ta carrière, tu penses qu'il y a eu des personnes qui ont contribué à ça, ou c'est toi qui as cherché, qui vraiment est allé chercher ce que tu as obtenu à cet âge-là? Non, je pense que indépendamment du processus, chaque personne qui sont passées dans mon cursus de formation ont aidé d'une manière ou d'une autre. Euh, Moi, je pars du principe que même ceux qui disaient «Ah, mais regarde-le, lui, il n'arrivera à rien», même eux, ils ont aidé à mon développement. Enfin, je sais pas si dans ton cursus un peu, toi, de basket, tu as ce truc de te dire ben, ouais, moi, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait beaucoup de choses et tout ensuite. Mais on a tous commencé un truc en étant, au début, tu étais le fils de, tu vois. Après, tu deviens le cousin de, le neveu de. Puis moi, c'était un peu ça. Moi, au début, ben, j'étais le neveu de José Colomb dans le basket. Après, finalement, ah, mais oui, mais si lui, à Lausanne, donc du coup, t'es quoi? T'es le cousin d'Alexander. Parce il y avait ce truc-là, parce que lui, c'était un monstre, et puis il mettait 40 points et tout ça, ainsi de suite, par match et tout, sur une jambe. T'avais ce truc-là. Et puis après, à la fin, tu débarques, et puis finalement, les gens commencent à changer. Et puis après, je suis devenu ouais, le jeune Dominicain qui est là, qui joue pas trop mal au basket, mais qu'on regarde pas trop, parce que tu es dans le stage 16-17 ans, où les plus vieux, physiquement, ils sont au-dessus de toi. Mais en même temps, ils sentent que toi t'en veux et que t'es derrière. Mais on te réduit un peu un truc. Et du coup, moi, je suis là un peu toujours au début en train de me battre un peu. Et jusqu'à ce qu'à la fin, on dise «Ah non, maintenant c'est Gino qui est là. On l'a vu, on sait. Quand t'arrives quelque part, on dit «Ah, c'est Gino». C'est plus le neveu, c'est plus le tel, c'est plus le pote, c'est plus le machin, c'est toi. Et là, quand tu commences en fait à avoir ce statut-là, tu vois que le travail que tu fais paye. Tu vois, que tout ce processus de me rendre indispensable sur un terrain de basket, ben, tout est passé véritablement par une étape, une autre, un coach qui arrive. Je me souviens, attends, José Seco qui me donnait des entraînements. J'étais censé m'entraîner avec toute l'équipe et moi, on me prenait dans une autre salle en individuel en disant genre non, courir tout seul dans la salle, machin. J'ai pas fait trop de trucs fous avec lui. Mais rien que ça, quand t'as 13 ans, tu te rends compte déjà ben, que tu as quelque chose d'un peu différent les autres et que tu dois bosser pour ça, quoi. Quelle est la plus grande, plus grande difficulté que tu as rencontrée jusqu'à ce moment-là? Est-ce que c'est le fait de concilier les études et le basket? Est-ce que si tu as quelque chose, tu as gardé quelque chose en tête, je veux dire, à ce moment-là, c'était dur. Et peut-être j'ai pas voulu arrêter parce que je pense que ça nous caractérise pas, ça, d'arrêter quand on commence quelque chose. Mais si tu as quelque chose en tête, tu pourrais le partager avec nous, que vraiment c'était une étape difficile. Toi, une étape difficile, c'est pour moi, c'est quand tu arrives en apprentissage et puis que tu dois bosser tes 42 heures par semaine, mais que tu te lèves le matin, c'est, je sais pas, c'est 6 heures du matin, il y a des gens qui se lèvent beaucoup plus tôt, mais là c'est 6 heures du mat, tu passes toute ta journée debout, tu finis les 18 heures, 19 heures, tu cours, tu vas à un entraînement, et puis après, des fois j'enchaînais l'entraînement des juniors avec ensuite l'entraînement de la Liga, donc je partais du boulot plus tôt pour arriver en retard quelque part à l'entraînement des juniors. Et quand je finissais l'entraînement des juniors, après là, je partais en courant pour aller à la Vallée de la Jeunesse pour faire l'entraînement de la Liga. Du coup, en soi, pour moi, je passais 4 heures d'affilée, si ce n'est plus, à courir, entre guillemets, du boulot à l'entraînement, de l'entraînement à l'autre entraînement, pour enfin rentrer chez moi. Et quand j'arrivais chez moi, il était 22h30, 23h. Et puis tu te dis, ben maintenant, il faut que je mange un truc, il faut que j'aille me coucher, puis le lendemain matin, rebelote. Et c'était ça tous les jours de la semaine. Après, tu as match le samedi. En plus, tu fais ça au début. C'était les débuts. C'était la grande année, les grandes années de Lausanne. Lausanne, ils faisaient la Coupe d'Europe. Il y avait les frères Gojanovic, Barman. Il y avait plein de joueurs comme ça de la région lausannoise qui étaient des joueurs confirmés auxquels moi, j'avais pas encore le statut ni les épaules pour aller dire je veux prendre du temps de jeu en Liga par rapport à cela.
Et du coup, je pense que le moment le plus dur, c'est de travailler, c'est de courir tout le temps et de ne pas avoir un résultat tout de suite. De pas sentir quelque chose de palpable. Moi, la première fois que j'ai senti de me dire « Ah, je vais dans la bonne direction », c'est quand à la fin d'un match de Coupe d'Europe, ils ont tous été mangés ensemble, puis que moi, j'allais prendre mes affaires et que j'allais rentrer chez moi, et qu'ils me font « Non, 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 Gino, viens. Toi, tu manges, tu viens avec nous. » Et puis que le joueur, il a ouvert le coffre de sa voiture, et puis il a ouvert le coffre de sa voiture, puis il m'a fait « Tiens, une paire de baskets. Le taf que tu fais, on le remarque, on le voit. Et donc, du coup, continue comme ça, reste avec nous. » Comment ça se passe c'est intéressant de comprendre à l'époque, parce que tu as joué dans beaucoup de clubs. Et en termes de contrat, en termes de négociation, en termes de sponsors, moi je me souviens à l'époque à la maison, chaque semaine il y avait 10-15 paires de chaussures différentes qui arrivaient. C'était sponsorisé par une marque. Comment est-ce que ça se passe, d'arriver à ce point-là, de négocier? Est-ce que tu avais un agent? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupait de ça? Ou est-ce que c'est toi qui faisais directement tes négociations et du contrat avec ton club et tes contrats de sponsoring que tu avais à ce moment-là? Alors, en fait, c'est assez rigolo, mais en soi, à l'époque, tu vois, il y avait beaucoup de clubs de Liga autour. Enfin, toujours plus ou moins les mêmes noms que maintenant. Mais tu vois, tu avais Lausanne, tu avais Puy, tu avais Morges un peu qui était pas loin, Vevey, Montaix, Nyon. Tu as toujours tous ces clubs qui étaient un peu dans la région. Et il suffisait de chaque intersaison, on avait des contrats, entre guillemets, de M, parce que ton contrat faisait du premier jour d'entraînement jusqu'au dernier match de la saison. Tu n'avais pas un contrat, à une époque, ça s'est fait des contrats qui étaient sur 1 ou 2 ans où tu étais payé sur la totalité de ton contrat. Là, c'était vraiment des contrats de saisonniers, entre guillemets. Et donc, du coup, à la fin de chaque contrat, moi, je n'ai jamais signé un contrat de 2 ans ou plus. C'était d'année en année en année. Ce qui fait que chaque saison, potentiellement, tu peux renégocier ton contrat. Et puis, chaque saison va avec son lot de rumeurs. Ah, j'ai vu Gino à la salle à Vevey, ça veut dire qu'il va jouer à Vevey. Ah, j'ai vu Gino, il était là-bas en train avec tel et tout, ça veut dire qu'il va faire un truc comme ça et que potentiellement, il va aller, il a des risques de signer. Quand toi, tu entends toutes ces rumeurs, quand toi, tu entends ça, il faut aussi pouvoir t'en servir en termes de négociation et d'arriver et puis de dire, regarde, voilà, écoute, moi j'ai discuté avec un tel, il m'a proposé quelque chose, qu'est-ce que toi tu me proposes? C'est le jeu, ça va dans les deux sens. Après, moi, j'ai jamais eu un contrat, je pense qu'il y était des bons contrats, mais qui n'étaient pas forcément des contrats mirobolants avec des milliers et des milliers de francs. Qui étaient là posés sur la table. En tout cas, pas au début. Après, tu négocies un peu, tu sais ce que c'est, l'appartement, la voiture, les transports, les trucs, et puis tu combles gentiment. Je pense que c'était un bon moyen, entre guillemets, de payer un certain nombre de factures tout en faisant ce que j'aimais. Mais c'était clairement pas avec ça que j'allais pouvoir, on va dire, mettre de l'argent de côté pour tous les jours. D'ailleurs, je bossais tous les étés avec des jobs aussi divers que particuliers les uns après les autres. C'était pas pour rien, c'est juste que je pouvais pas en faire de ma vie avec. Puis ça t'apprend pas mal de trucs. Comment tu compares la Liga ou le niveau à l'époque et celle de maintenant? C'est difficile maintenant de ne pas sonner comme un vieux hater qui va dire voilà. Moi, la grosse différence que je vois entre avant et maintenant, et c'est une impression, parce que je vois pas beaucoup de matchs, je regarde pas beaucoup de matchs de Liga actuelle, donc c'est un peu des fois hypocrite de vouloir porter un jugement, mais si je porte un jugement qui est sur ce que je peux voir, c'est les jeunes d'aujourd'hui, c'est que je pense qu'à l'époque, on te donnait rien gratuitement. Tu devais bosser 3 fois plus que les autres, et tu te faisais démonter par le coach en termes de manière dont on te parlait, tu avais besoin d'avoir quand même des épaules assez sacrément carrées pour pouvoir maintenir un peu cette pression. Pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes sont un peu trop choyés. Tu as un peu trop de possibilités, ce qui est bien aussi quelque part, mais tu as un peu beaucoup de possibilités en disant genre, ah, moi dans ce club-là, le coach il m'aime pas trop parce qu'il me fait jouer 25 minutes alors que j'en mérite 35. Du coup, le gars, il va pas taffer un peu plus à l'entraînement pour mériter ces 35-là. Il va dire à l'intersaison, je pars et je vais voir ailleurs. Ou concrètement, il va se mettre un peu de côté et puis il va pas, dans une majorité des cas, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Tu vois des joueurs qui passent un peu de gauche et de droite au milieu de la saison parce que finalement le coach les fait pas jouer.
Et puis qu'à côté, tu as un coach qui va venir lui dire non, viens vers moi, t'inquiète, moi, chez moi, tu vas jouer 30 minutes. Est-ce qu'il va apprendre plus? Pas forcément. Et je pense que dans l'apprentissage des jeunes, c'est un peu ce qui manque. Et je trouve que la ligue aujourd'hui, elle est un peu. Je trouve que les jeunes ont moins un peu les dents qui rayent le parquet. Tu vois. Cette envie, on voit pas assez cette envie de jouer. On voit certains qui sont là en mode genre, ouais, je suis là parce que j'aime bien le basket. Ah ouais. Et pas parce que j'ai envie de prouver par le basket que c'est. Après, voilà, chacun a ses motivations, ses envies qui sont différentes. Mais c'est vrai que moi, j'avais ce truc de voir plus chez les jeunes avant qui n'étaient pas là par hasard, qui étaient là parce qu'ils avaient envie et puis qui concrètement poussaient encore et encore pour aller plus loin. Est-ce que c'est pas culturel ça ou est-ce qu'on l'a ou on l'a pas? Bah, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une partie qui est très de ta personnalité, comment tu te développes et puis les choses qui te parlent. Bien sûr que tout le monde ne peut pas faire ça, sinon ce serait simple, quoi. Chaque joueur que tu vois aller au Belvédère, tu te dis chacun doit jouer en Ligue 1. Alors que non, en fait, on sait pertinemment que non. Et puis, mais après, il y a aussi une grande partie de chance. Je pense il faut être au bon endroit au bon moment et il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment de ton développement. Et si t'as pas quelque part cette chance-là, tu dois être je veux dire, 10 fois plus motivé pour arriver au même résultat que d'autres auront sans faire d'effort. Et ça, c'était déjà le cas avant et ça l'est encore plus maintenant. Parce qu'avec maintenant, tout le monde peut avoir un coach perso, tout le monde a l'accès à des vidéos pour s'entraîner. Avant, je sais pas, tu recevais tes cassettes NBA, puis tu voulais reproduire les mouvements. Tu passais des heures à faire revenir en arrière, machin, ainsi de suite. Tu avais tes CD. Tu avais pas trop, entre guillemets, cet accès à l'image comme tu as maintenant. Je veux dire, le développement technique des jeunes joueurs actuels, il est incroyable. Je pense qu'individuellement, les joueurs sont vraiment bien meilleurs que ce que nous, on l'était au même âge à l'époque. Mais par contre, ce qui pêche, c'est vraiment, je trouve, en termes de fond, le fond de caractère pour pouvoir aller se battre, pour pouvoir aller chercher sa place. Et puis finalement, ce jeu d'équipe. Je vois les jeunes. J'aime bien voir du jeu d'équipe quand tu regardes les équipes internationales et tout ça qui jouent. Mais quand tu regardes les clubs ici, t'es là un peu. Oui, c'est super, tu joues tout seul, c'est cool. Mais au final, dans le jeu d'équipe, et je dis bien jeune, tu vois, on dit 17, 18, vraiment à ce moment-là où le jeu d'équipe s'est déjà développé. Comme tu as des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, qui jouent tout seuls et qui se développent, c'est normal. Tu vas plus vite que les autres, tu vas plus loin que les autres, tu vas plus loin que les autres. Tu as un seul job, c'est prendre le ballon et mettre dans le panier. Si, bien sûr, il y a 3 joueurs sur toi, tu vas faire une passe. Mais dans le reste des cas, si tu peux battre ton joueur à chaque fois, va battre ton joueur à chaque fois, va mettre des paniers. Ça, c'est mon avis pour un développement d'un jeune qui va faire quelque chose. Mais pas là non plus pour faire du basket plaisir. Moi, j'ai une question. Voilà, c'est une question... je pense importante. Tu as porté quelquefois le maillot de l'équipe nationale. Et moi, je souhaite savoir pourquoi est-ce qu'en étant un des meilleurs joueurs tout simplement suisse du championnat pendant ces années-là, ton histoire avec l'équipe nationale n'est pas allée plus loin. En fait, l'histoire elle est assez simple. C'est que j'avais pas la nationalité suisse pendant longtemps. En fait, moi, j'ai eu la nationalité suisse juste avant mes 25 ans. Donc forcément, toutes mes années jeunes et ainsi de suite, j'ai pas pu porter le maillot de l'équipe nationale. Je dis non à la naturalisation à l'époque parce que je refusais de faire l'armée. Et puis voilà, après, t'en payes le prix. Et ensuite, après, il y avait... je trouve que dans ma catégorie d'âge et dans mes années, il y avait quand même passablement de joueurs qui étaient à mon poste aussi talentueux. Et qui avait aussi la question de naturalisation. Et quand tu joues avec ça, tu avais un certain nombre de joueurs naturalisés qui avaient le droit de jouer avec l'équipe senior. Donc les postes un peu étaient chers. Et puis on a toujours eu beaucoup d'ailiers en Suisse, beaucoup de postes qui étaient 2-3. Et en gros, quand tu vas aller jouer à ce moment-là, tu avais vraiment des joueurs qui étaient capables et qui avaient déjà la naturalisation ou déjà les papiers. Moi, je comprends, on me dit, mec, j'ai pas plus de sélection que ça, quoi. Est-ce que tu regrettes?
Est-ce que je le regrette? Écoute, avec le recul, je dirais non. Sur le moment, oui. Sur le moment, je regrettais de ne pas avoir, sur les années même, voilà, j'ai perdu 5 ans d'équipe nationale, de voyage, de trucs, une place. Est-ce que potentiellement l'équipe nationale m'aurait permis d'avoir d'autres contrats? Bien sûr qu'à court terme, ma vision était plus en mode j'ai raté quelque chose. Après, sur le long terme, et avec le recul, je ne sais pas si j'avais fait l'équipe nationale à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce que j'aurais vraiment fait le virage basket, vie professionnelle au bon moment, ou au contraire, est-ce que je serais toujours en train de compter sur mes contrats pour pouvoir vivre au jour le jour, quoi. Donc c'est un peu mitigé, on va dire, ça entre les deux. Je pense que c'est le moment le plus important, peut-être, selon moi. Tu nous diras par la suite si je me trompe ou pas. Et c'est, je crois, en 2010, où tu te blesses. C'est juste l'année où tu te blesses gravement. Et je voudrais qu'on s'attarde sur ça parce que je pense que tout le monde n'est pas assez fort mentalement, ou tout le monde n'a pas cette capacité de, après avoir vécu une blessure telle que tu l'as vécu, tu vas nous expliquer, de se relever, de repartir, de reprendre le basket, même si évidemment qu'on n'est pas le même qu'on vit ce genre de choses. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, quel est le premier mot qui te vient en tête quand je te parle de 2010 et la blessure que tu as eu à monter, c'était c'est 2009-2010, c'était la saison. Et effectivement, j'avais des problèmes de tibia. J'avais le cal qui recouvre le tibia qui m'a créé en fait une fracture de fatigue. Et juste avant de faire l'équipe nationale, je me suis fait opérer. Opération qui s'est très, très, très mal passée. Dans le sens, je devais me faire poser une plaque, des vis. Normalement, on te met un clou. C'est ce que j'ai fait à la fin. Mais en soi, celui qui m'a opéré a fait ça de manière relativement aléatoire. Mon corps a rejeté aussi le matériel. Donc, j'ai fait en 4 mois 3 opérations, jour J, 2 mois, plus à 4 mois. Et puis, j'ai eu le tibia qui était complètement cassé aussi. Et au point où j'ai eu de la peine aussi, mon corps à récupérer. Et puis, je ne pouvais plus rester assis, debout. Mon mollet gonflait en fait automatiquement. Et puis, du coup, ça rouvrait la plaie, quoi. Donc, j'ai passé 4 mois où je ne pouvais pas marcher. Dès que j'étais assis, ma jambe gonflait. Dès que j'étais couché, ça se reposait. Enfin, c'était une convalescence qui était compliquée pendant du temps auquel j'ai pas fait grand-chose parce que le club pour lequel je jouais à l'époque montait, forcément, il n'y avait pas un grand suivi non plus. C'était tout, toi, de ton côté, il fallait être bien entouré. Et puis, j'avais la famille qui était là, mais je n'avais pas d'entourage médical spécifique ou de personnes qui me suivaient du club ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça a été 4 à 6 mois relativement compliqués où, à un moment donné, je me suis même baladé en chaise roulante, quoi. Parce que je pouvais pas marcher. Et il fallait quand même que je me déplace et j'avais des examens à passer, puis plein de choses. Donc, de ce moment-là, il y a une grosse frustration qui s'est installée parce que à cette époque-là, ça a été ma dernière année de Liga, la 2009-2010. Parce que derrière, quand j'allais voir les matchs, j'étais pas en adéquation avec les discours du coach par rapport aux joueurs. Et du coup, la relation entre lui et moi, elle a été très, très compliquée. C'était qui le coach ? C'était Petit, le coach actuel de Fribourg. Ok, pourquoi c'était pas en adéquation ? En soi, je vais dire que pour moi, c'était un problème d'homme, je pense, parce que moi, je suis arrivé, plus les années passaient, et puis plus j'avais la bouche ouverte. Et j'étais tout le temps en train de dire des trucs. Et puis là, il y avait un coach qui arrivait, des coachs des filles, qui, selon ma vision toujours, hein, parce que je n'ai pas parlé pour les autres, mais qui avait qui pour moi gérait l'équipe un peu comme tu gères une équipe de filles. Il venait un peu parler à un, il venait un peu parler à l'autre, et il venait dire un peu si et ça. Et ça crée une ambiance qui était assez particulière, alors qu'on avait une équipe qui s'entendait incroyablement bien déjà avant ça. Et puis derrière, il y avait aussi le contexte que pour moi, il ne considérait pas assez le joueur suisse et les joueurs suisses.
Pour lui, c'était faites attention aux étrangers, parce que les étrangers ils peuvent marquer X points, mais les joueurs suisses, à eux, c'était pas important. Et quand on avait des joueurs comme à l'époque, ça c'est pour moi, dans mon esprit en tout cas, ce qui a fait le tournant, c'est qu'on allait jouer Lugano à domicile, et l'équipe était en train de se préparer aux entraînements et tout ça. Et puis le coach, il dit, ouais, faites attention à Davcevic, faites attention à un tel, Ulrika, ainsi de suite, nanana. Puis nous, on est là en train de dire, ouais, mais bon, il y a quand même un type dans cette équipe qui s'appelle Trésor Kidom, qui est capable de mettre 30 points sur une jambe, et qui shoot qui a un shoot incroyable, et qui joue vraiment au basket. Donc lui, je pense qu'il faut quand même faire attention. Puis non. Lui, on fait pas attention, on s'en fout, quoi. Et jour du match, les gars, ils écoutent ce que le coach leur dit. Et Kidom, il nous met 30, 35 points. Je sais pas, il nous danse sur le ventre. Puis moi, je suis sur le banc, je suis en train de voir ça. J'étais en train de devenir fou de l'intérieur. Et puis les joueurs, ils étaient un peu en mode genre, coach, on t'avait dit, tu vois. Et après, tu dis, c'est la responsabilité aussi du joueur qui est sur le terrain d'arrêter le mec. Mais quand tu as un plan de jeu, en règle générale, tu essayes de suivre le plan de jeu. Et puis voilà, donc le plan de jeu, c'était limiter les ricains, mais laisser plus de liberté à Trésor. Du coup, il a tout mis. Et on a perdu. Et le lendemain, c'était punition pour tout le monde. On retourne, on va sur le terrain, aller courir sur la piste un dimanche matin. Moi, j'ai dit non, c'est hors de question. Je suis arrivé à la fin de l'entraînement, j'ai dit au coach, j'ai dit, gars, si les joueurs ils sont dans cet état-là, c'est parce qu'ils ont suivi tes consignes. Donc tu peux pas les punir à cause de ça. Et du coup, le lendemain, m'étant blessé, je dis, je viens pas. Je ne cautionne pas ça, je viens pas. Et puis là, les problèmes ont commencé à partir de là. Parce que je comprends que ça a été pris par le coach comme une certaine insubordination, tu vois, comme un truc, je veux pas écouter les consignes du coach. Et j'y suis pas allé. Et puis de là a commencé, t'as un type qui est blessé, qui reçoit quand même son salaire, qui était quand même un des bons salaires au sein des joueurs de l'équipe aussi, et qui derrière refuse de venir pour voir ses coéquipiers courir parce que le coach a demandé. Et là, le peu de relations qu'on avait avec le coach à ce moment-là, ça c'est totalement parti en cacahuète. Est-ce que tu penses que maintenant que beaucoup d'années ont passé, tu aurais pu faire quelque chose autrement? On peut toujours faire les choses autrement. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire autrement. Tu vois, quand on m'a proposé des contrats pour partir à l'étranger, est-ce que j'aurais pu les prendre ou pas? Bien sûr, est-ce que j'aurais pu m'entraîner plus? Est-ce que j'aurais pu m'entraîner avec des coachs différents? Bien sûr. Pourquoi tu n'as jamais accepté ça de partir à l'étranger? C'est vraiment quand l'offre s'est proposée, c'est le moment donné, c'était en 2005, 2006, je sais plus, après quelques années à Lausanne, où j'avais vraiment ce rôle où je jouais 35, 40 minutes par match. Enfin, je jouais vraiment beaucoup, en plus à tous les postes. Et donc on s'est dit, ah tiens, ouais, pourquoi pas? Puis les offres commencent à arriver aussi. Quand Stéphane Young était là, il avait quand même, on peut lui critiquer beaucoup de choses de ce qu'il a fait quand il est passé là. Mais en tout cas, ce qui me concerne, il a quand même essayé d'ouvrir 2-3 portes au début. Et puis les quelques matchs qu'on faisait en France à ce moment-là m'ont aussi permis d'avoir une plateforme un peu plus grande et puis de montrer sur le terrain que j'avais quand même un certain nombre de qualités. Mais à ce moment-là, tu vois, j'avais toujours pas fini mon apprentissage encore, j'étais toujours un peu entre deux. Et puis j'avais toujours pas la naturalisation. Donc c'est un peu un mélange de tout ça qui a fait que... Après, tu vois, je veux dire, avec les années, moi, franchement, je regrette pas mes années de basket. Je regrette pas de pas être parti, bien sûr. Jusqu'où j'aurais pu aller? J'en sais rien. J'aurais pu jouer peut-être en Europe. Tu te dis pas que putain, j'aurais dû essayer? Écoute, à 30 ans, je me serais dit, ouais, je pense que je me disais ça, ouais. Ah, j'aurais dû essayer, j'aurais dû me battre un peu plus et j'aurais dû faire des choses différemment. Oui. Mais en même temps, maintenant avec le temps, je suis vraiment content de là où j'en suis. Je suis content de comment les choses comment les astres un peu se sont alignés. Et du coup, j'ai plus ce regret du basket. Bon, ça va. Dans tout ça, le jeune, le joueur qui a 18-19 devient patron d'une équipe, le joueur qui reçoit des offres pour partir à jouer à l'étranger, tu ne l'as pas fait. Toutes les personnes que tu as pu croiser sur ton chemin, bonnes ou mauvaises, qui t'ont aidé ou pas.
maintenant, tu te dis pas, ouais, putain, je pense que j'aurais pu ou j'aurais dû faire bien mieux. Écoute, j'aurais dû, je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que j'aurais pu? Oui, sûrement. Clairement, j'aurais pu faire mieux. Mais en même temps, j'ai vécu des trucs avec le basket, même local, tu vois. J'ai vécu des trucs avec le basket que dans la vie de plein de gens, ils vivront jamais. Euh, Quand tu te retrouves à mettre le panier de la victoire juste avant la prolongation, et puis que tu as toute la salle qui crie ton nom, et toi, tu es au milieu, machin, ainsi de suite. Tu vois, je suis content. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce que 1000 personnes ou 10 000 personnes qui le font, est-ce que ça change? Dans mon esprit, non. Tu vois, à Montaix, j'ai vécu un truc qui, pour moi, était un des trucs les plus incroyables sur ma carrière de basket. C'était match de coupe. On jouait contre Nyon, on était en train de se faire démonter. Puis moi, je refusais un peu cette défaite et je suis rentré sur le terrain avec en mode, genre, je vais tout donner, tout laisser là-dessus. Et les gens de l'extérieur l'ont vu. Et du coup, on est remonté un peu dans le match. Pas assez pour revenir dans le match et puis faire une histoire incroyable, genre, ah, j'ai gagné le match tout seul. Non, pas du tout. C'est juste que je me suis un peu donné. Et après, le coach, au bout d'un moment, il a vu que j'étais sec. Il a vu que j'étais au bout de ma vie, que je pense que j'essayais de récupérer. Même un truc d'oxygène ne me permettrait pas de me récupérer. J'essayais de faire genre non, c'est pas ça. Mais lui, il l'avait vu. Et du coup, il m'a sorti du terrain. Et quand il m'a sorti du terrain, tu as tout le public de Montaix qui l'a hué, qui a dit non, faut laisser Gino sur le terrain, c'est le seul qui se bat. Et puis en fait, là, les gens commençaient un peu à dire Gino, tu aurais crié mon nom comme ça et tout, ainsi de suite, jusqu'à ce que le coach il soit obligé en fait de me remettre sur le terrain. Mais moi, pendant tout ce temps-là, j'étais en train de mourir, j'étais en train d'essayer de récupérer tout ça, je me cachais un peu comme ça pour pas qu'on voit que j'arrivais pas à récupérer ma respiration à ce moment-là. Mais quand je suis rentré sur le terrain, tu as eu standing ovation. Et ça, c'est des trucs voilà, qui restent pour moi dans les plus belles histoires de ce que j'ai vécu un peu dans le basket. Et du coup, je suis content. Je suis vraiment, quand je regarde en arrière, je suis content de ce que j'ai fait. Et même si à un moment donné, des gens disaient un peu, je sais pas, peut-être par gentillesse ou par je sais pas quoi, mais parce qu'ils se faisaient plus d'illusions que moi dans le basket. Ils disaient, ouais, mais tu vois, il y avait Thabo, et puis après Thabo, il y avait aussi Gino. Gino, il aurait pu faire exactement la même chose que Thabo. Je reste persuadé que non. Je reste persuadé que j'avais pas les mêmes caractéristiques physiques qui faisaient que j'aurais pu aller à un échelon aussi élevé et avoir le développement qui a été le sien. Dans la tête, oui. Dans les jambes, sûrement. Mais physiquement, j'estime pas avoir eu le physique parfait pour un joueur de basket. Et peut-être que ça, dans ma tête, c'était aussi une limitation pour pas aller plus loin. Quelle est ta plus grande fierté en 20 ans ou plus de basket? Honnêtement, c'est d'être toujours là. C'est d'être toujours là dans le basket et d'être toujours reconnu dans le basket. Euh, c'est ça ma plus grande fierté, c'est de me dire que quelque part j'ai quand même suffisamment marqué ou je continue de marquer suffisamment les gens euh, avec ce que j'ai fait finalement 20 ans de plus. C'est ça ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à évoluer dans le basket comme le monde évolue, de manière à toujours avoir une place. Et la plus grande difficulté? Le quitter le monde du basket finalement, c'est ça la plus grande difficulté. Parce que là, je suis parti pendant 2 ans, 3 ans, où j'ai complètement arrêté de jouer en club. Mais l'un dans l'autre, j'ai jamais vraiment arrêté de jouer. Mm. Et je pense que c'est ça la plus grande difficulté pour moi actuellement, c'est de réussir à dire stop. La rivalité du 3-3 et le 5-5. Toi, tu es bien placé pour parler de ça. Moi, le 3-3, j'aime pas, vous le savez tous. Enfin, pas que j'aime pas, mais pour le moment, j'ai pas trouvé cette attirance personnelle à que je puisse faire du 3-3. Peut-être ça va arriver. Est-ce que c'est pas, disons, merci au 3-3 que tu sois encore là? Ah, clairement, clairement, le 3-3 m'a permis de continuer à jouer là où potentiellement j'avais déjà plus envie. Plus envie de faire du 5-5, plus envie d'avoir un coach sur le dos qui allait me tenir un discours X pour à la fin faire d'autres choses. Donc
oui, le 3-3, de par sa liberté, de par le fait d'avoir un coach, mais pas un coach qui est là pendant que tu joues, quelqu'un qui te prépare, mais qui ne te suit pas forcément, ça m'a permis d'enlever en fait, ce blocage que j'avais par rapport au 5-5. Après, le 3-3, j'en fais depuis presque toujours aussi. Du coup, pour moi, c'était un peu une évidence. Et cette version du 3-3 telle qu'elle est actuelle, elle a tellement évolué depuis 10 ans que, franchement, c'est plaisant de jouer au 3-3 de par la structure que ça amène, de par le côté. C'est pas freestyle comme plein de gens pourraient le penser. Il y a des systèmes, il y a des phases de jeu, il y a quand même un cadre. Et moi, en fait, ça dans le basket, je peux plus jouer sans cadre. Avec des mecs qui font tout et n'importe quoi et qui prennent la balle, qui dribblent entre les jambes, qui jettent. Ça m'intéresse pas. C'est d'ailleurs pour ça que je mets plus les pieds dans certaines salles. C'est parce que je peux plus voir ça. C'est plus fort que moi. Donc là, c'est là où je me rends compte que je deviens vieux. Et ça, non, si moi je vois un gars qui driblote et qui fait des trucs comme ça, genre une pâle copie du N1's mixtape de l'époque, ben, tout ce que j'ai envie, c'est de sortir une jambe et puis de mettre un croche-patte. Et je dois pas jouer dans cet état-là. Alors que dans le 3-3 tel qu'il est maintenant, avec la vitesse, les qualités athlétiques des mecs, les qualités physiques, la structure de jeu, je trouve que c'est pas pour moi enfin, dans les faits, c'est une concurrence au 5-5. Mais dans la réalité des faits, pour certains joueurs et certains jeunes joueurs, ça peut être tellement un complément dans leur préparation qui est vraiment indéniable et qui est incroyable. Individuellement parlant, dans le jeu, les joueurs peuvent vachement développer leur jeu d'équipe en faisant du 3-3. Quel est le meilleur coach que tu aies eu de ta carrière? Ouais, franchement, quel est le meilleur coach que j'ai eu? Évidemment, même que tu as dit, même si tu as dit que on apprend tous quelque chose de tout le monde. Tous les coachs qui passent, évidemment qu'on va apprendre un petit peu, même s'ils ne nous aiment pas, même si on n'est pas en accord avec ce qu'ils proposent, avec ses qualités. On va de toute façon apprendre à se gérer, apprendre à gérer sa frustration, etc. Mais le meilleur, celui-là que tu t'es dit, avec lui, il y avait quelque chose de particulier. Déjà, moi, je fais la différence entre un coach et un entraîneur. Pour moi, l'entraîneur, c'est celui qui va te préparer toute la semaine en te donnant les clés pour jouer contre l'équipe contre laquelle tu vas jouer au prochain match. Et c'est celui qui va te donner les directives, comment défendre, comment ainsi de suite, comment te préparer, dans quelles conditions prendre tes shoots. Ça, pour moi, c'est un entraîneur. Et dans le cadre de la structure et de tout ça, ben, l'un dans l'autre, finalement, l'année avec Rando à Boncourt était beaucoup là-dessus. Il y avait du bon et du mauvais, mais il y avait beaucoup sur la préparation de match et puis de tes systèmes. Tu vas prendre tel shoot à tel moment, dans telles conditions. Donc, aux entraînements, on va préparer ces shoots-là, pas un autre, pas des trucs libres comme ça. On va faire des bouts de système pour faire tes shoots. Ça, j'avais trouvé ça carré et bien bon. Mais par contre, après, moi, je n'ai jamais été ultra fan de sa rotation de joueurs pendant les matchs. Et c'est là où je fais la différence coach. Pour moi, le coach, c'est celui qui analyse le match tel qu'il se passe et qui va dire aujourd'hui, l'équipe contre laquelle on joue, vu les gars qui sont chauds, ben, je ne vais pas faire ma rotation habituelle avec mon joueur 7, 8, 9. Non, peut-être que je vais faire rentrer mon joueur 9 et puis après, concrètement, je vais sortir mon gars, je vais changer mon 5 de base ou 2-3 choses comme ça. Et là, c'est la différence du coach qui sent le jeu et qui voit le jeu et qui voit les joueurs aussi, comment ils sont prêts, comment ils sont échauffés. Et là, à ce niveau-là, j'étais plus sur du... c'est plus compliqué parce que c'était plus une question de feeling. De comment le coach te disait vas-y maintenant rentre sur le terrain et comment est-ce qu'il te mettait un peu en condition pour te dire voilà aujourd'hui tu vas jouer, aujourd'hui tu vas faire comme ça, j'ai besoin que tu m'apportes ci, j'ai besoin que tu m'apportes ça et puis après le reste on verra comment ça se passe. Et ce freestyle là je l'avais plus eu avec Stéphane mais c'était plus la relation qui faisait que c'était freestyle. Donc ouais. Mais du coup le moins bon du coup Stéphane. Ouais, écoute, le moins bon que j'ai eu c'était De Sisti à Nyon. C'était Mario De Sisti à Nyon. C'était la pire relation entraîneur, coach, joueur, ce que tu veux, que j'ai eu dans le basket en Suisse.
même pire que celle avec Petit. Finalement, c'était pas une relation finalement qu'on a eue avec Petit, mais avec De Sisti, c'était un truc je cautionnais pas. Il disait des trucs qui aujourd'hui, tu vois, seraient complètement. Tu virerais les gars qui disent des trucs pareils quand il appelait Gino Lanis Little Gorilla ici et des trucs du genre. Tu sais, ça fait sourire, même ça te fait sourire, mais en même temps, tu dis gars, tu peux pas dire ça à ton joueur quand il joue. Mais c'était aussi une autre époque et puis on disait d'autres trucs et puis voilà. Mais franchement, c'était le pire parce que là, j'avais beau travailler, j'avais beau avoir un statut, il y avait un truc, et un jour il me fait « Hey Martinez, pourquoi tu t'entraînes pas plus ?» Puis je lui ai répondu avec tout le sérieux que j'avais, c'est parce qu'on me paye pas plus. Et là il m'a regardé, il a baissé ses lunettes, il a fait « Quoi ?» Je lui ai fait « Bah ouais, on me paye pas pour m'entraîner à midi. » Puis il a fait Ok. Et puis là, ça a fini par dire bon, Gino à Nyon, c'est fini. Tu joueras pas. Après, lui, il est parti de Nyon et puis finalement, c'était Patelli qui est venu après comme coach à Nyon et ça s'est super bien passé après le reste de la saison. Le reste des matchs que j'ai fait avec eux. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Le meilleur coéquipier? Bon, alors, franchement, des coéquipiers, j'en ai eu plein des bons. J'ai eu plein de bonnes relations de basket. Et puis, eux aussi m'ont permis, en fait, à chaque fois de me développer un peu plus avec des gars qui voulaient un peu plus bosser. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu as eu Jackson qui est venu, qui a fait ton podcast. Et puis, tu vois, avec son père, John, on jouait dans la même équipe, on s'entraînait pas mal ensemble, on faisait pas mal de shoot et d'entraînement. C'était cool, sur le développement basket, c'était vraiment cool. Il y a eu une période aussi avec Sacha Kresovic où on a fait pas mal d'entraînements de basket, tu vois. Quand tu regardes, il y a vraiment des joueurs. J'ai François Renaud à Lausanne qui est arrivé à Lausanne en ayant une détente scandaleuse, qui était dans les premiers joueurs chouchous qui sont arrivés avec l'arrivée des joueurs français entre guillemets ici chez nous à Lausanne. Et là c'était vraiment cool parce qu'on avait le même âge, la même optique dans le basket, la même envie et tout ça, sauf que après il avait un shoot, il jouait vraiment au basket dans tous les sens, c'était bon, et puis là on lui a enlevé sa confiance, on lui a dit t'es juste un jumper et maintenant tu restes comme ça, tu vois. Après j'ai toujours mes potes de toujours, tu vois, qui n'ont pas forcément fait de la Liga, mais qui eux aussi m'ont permis de garder un peu ce truc, d'être en avant, tu vois. Joe Brazer, on se connaît depuis junior, et on est monté un peu comme ça, et après on a fait toutes nos années de 3-3, tu vois, à distance, franchement c'était cool. J'ai 3 dernières questions. Une personne que tu voudrais voir assis avec moi ou assise avec moi discuter comme on l'a fait nous aujourd'hui, ça serait qui? Écoute, t'as vu pas mal de monde en soi qui sont venus ici te parler avec le temps. Je pense que ce serait intéressant une fois que tu prennes cette place-là. Mais pourquoi tout le monde veut mon tour de moi là? Mais il faut quelqu'un pour me poser des questions. Il est là le problème. Ça c'est clair. Mais en soi, je pense pas que c'est toujours. Quand tu es là, assis à cette place-là, toi, je me rends compte que tu réfléchis un peu différemment en réponse. Tu as beau te poser toutes les questions du monde et qu'est-ce que tu vas donner comme réponse. Une fois que tu es là devant la caméra, le micro, ainsi de suite, on te pose la question. Sur un coup, c'est d'autres choses qui sortent. Tu vois. Donc c'est peut-être dans ce contexte-là que je dirais ça. Après, si vraiment je voulais faire par terme basket suisse. Après, pas forcément basket, hein, tu peux. Tu vois, je pense que ce serait intéressant de voir. Je sais même pas s'il est venu, Derek. Je sais pas si tu l'as. Derek Lang. Tu l'as déjà eu ici, Derek Lang? Non. Je crois pas. Je pense que ce serait intéressant de voir le. En quelle langue? Ça fait 40 ans qu'il est en Suisse. Il parle pas français. Écoute, il a intérêt à bosser. Par intérêt, il a appris le brésilien. Donc, depuis le
nombre d'années avec les enfants, il peut bien apprendre le français, celui-là aussi, quand même. Je vais demander, ouais. Mais ouais. Et puis, en termes d'introspection et trucs, je trouverais ça rigolo que tu aies la même discussion que celle-ci avec ton père. Ok. Il faut que j'aille partir chez nous, là, famille. en vacances, avec le matos. Rien du tout, avec Internet de nos jours, tu lui dis, mets ton téléphone, il est dans son bureau, en plus, tu verras. Il sera bien dans son bureau, comme ça, là, posé comme ça, comme d'habitude. Ça, c'est faisable. Qu'est-ce que j'allais dire? Gino, qui va faire bientôt 41 ans, père de famille, qui est toujours dans le basket. Quel serait ton conseil? C'est pas vrai. Avant ça, comment tu vois la suite pour toi dans ce milieu-là, à bientôt 41 ans? Franchement, la suite pour moi, elle est là, c'est la fin du jeu. En tout cas, on arrive sur cette année, c'est prévu que j'arrête. L'été prochain, donc? Non. Maintenant, là. Décembre. Décembre, j'ai prévu de faire plus ou moins mon dernier tournoi à l'étranger. Alors, c'est pas impossible qu'on me voit sur un terrain pour faire un tournoi par-ci par-là. Mais là, tu vois, on parle encore de partir en Chine bientôt. J'étais en Allemagne il n'y a pas longtemps. Cette année, j'ai fait franchement une quinzaine de tournois dont la plus grande majorité était à l'étranger. Entre la vie de famille, le boulot et tout ça, il faut vraiment que... Puis même, physiquement, j'ai plus envie de m'entraîner. Dans le gros de la saison, j'arrive à me mettre en forme. Mais dès que les gros tournois, nos échéances de base sont terminées, tu me vois une fois par semaine dans la salle et puis c'est vraiment parce que je me suis perdu. Donc voilà, c'est le moment. Franchement, je pense que c'est le moment que j'arrête et j'ai pas envie en fait d'être sur un terrain puis que les gens me regardent, même ceux qui me connaissent pas, ainsi de suite, qui me disent mais il fait qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là lui encore? Et voilà, j'ai envie de savoir m'arrêter avant et je pense que là maintenant c'est le bon moment. Puis à chaque fois que je rentre d'un tournoi à l'étranger, mon corps me dit mais qu'est-ce que tu fais quoi? Oui. Qui est le meilleur de nous trois, entre ton oncle, toi et moi? Oh, tu sais, moi, je pense que je suis plus fort que vous tous réunis, mais ça, c'est... Non, mais c'est pas vrai. Je pense que, objectivement, je pense que on a tous des choses qui étaient bien différentes. Et je parle de, tu vois, à mon oncle, ton père, tu vois, c'était un monstre physique, pas forcément très grand. Mais il brassait tellement d'air sur ce terrain et il amenait tellement d'intensité sur ce terrain que c'était quelqu'un qui, à terme, faisait un peu peur à ses adversaires de l'époque. Il avait ce truc-là de par sa personnalité et de par son intensité. Et je pense que de celle-ci, c'était sa qualité première et c'est une de celles que nous, on a, mais pas aussi développée que ce que lui, il avait. Après, en termes individuellement parlant, je pense que j'essaie d'être objectif. Je pense que j'étais le joueur le plus complet à son maximum, donc à son apogée de basket. Je pense que j'étais le joueur qui effectivement pouvait jouer 1-4 et ainsi de suite, et qui s'est développé un peu avec ça. Et après, je pense que techniquement, par contre, t'es celui qui est le meilleur techniquement et qui finalement s'est développé pour devenir un meneur de jeu, puis un meneur d'hommes. Ça s'est pas fait tout de suite, mais ça s'est rajouté finalement dans les qualités. Et je pense que nous tous, dans nos chemins respectifs, on a su avoir certaines qualités. Alors je pense qu'effectivement, j'étais un peu plus all-around player, mais après, derrière, je pense que t'es un meilleur meneur que ce que j'ai pu l'être finalement moi, à l'époque. Et puis clairement avec un shoot plus sûr et qui a bien travaillé ce jeu de 1 contre 1 et même ce jeu mi-distance qui moi m'a fait un peu plus défaut parce que j'ai fait vraiment du joueur qui allait mettre des paniers proches enfin des lay-ups à celui qui finalement allait shooter à la ligne sans forcément développer mon jeu à deux, tu vois. Si tu devais, enfin je donne toujours 30 secondes, allez 40 parce qu'on est en famille. Gino, basketteur professionnel qui a fini ses études, qui est père de famille, qui maintenant a fait du 3-3, vous avez fait une super équipe, enfin vous avez fait juste une histoire incroyable. Vous faites encore une histoire incroyable. Mon cousin, avec qui j'ai vécu beaucoup d'années, qui aussi quelque part, même si nous on n'est pas très expressifs, m'a apporté beaucoup dans ma vie parce que tout simplement à la maison je t'ai vu grandir. J'ai grandi en te voyant, pardon. Et tu sais l'histoire qu'on a.
Quel serait ce message que tu devrais faire passer à ces jeunes ou les personnes qui vont regarder cette vidéo, tes potes, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit pour te faire venir ici, les gens du milieu du basket qui vont voir cette vidéo. C'est la première fois qu'une personne de ma famille est là assise avec moi. C'est juste incroyable parce que j'ai appris des choses qu'on ne s'était jamais dites. Donc, quel serait ce message que tu voudrais partager avec nous, avec toutes ces personnes qui attendent cette vidéo? Écoute, alors, je sais pas ce que les gens attendent, mais s'il y a un message véritablement que moi j'ai envie de faire passer, c'est que vivez vos trucs, allez jusqu'au bout. Des erreurs, on en fait tous, on en fait plein, et en fait, il faut pas s'arrêter là-dessus. Dans la vie, entre guillemets, on va dire, rien n'est gratuit, il faut aller chercher. Et ma propre expérience professionnelle, basket ou ainsi de suite, m'a dit que il faut aller chercher. Il faut pas s'arrêter à un non. Et puis, faut pas hésiter en guillemets à rappeler, à utiliser en fait les gens qui sont autour de nous. Les gens qui sont autour de nous, la famille, les amis, c'est important de bien s'entourer. Je pense que c'est le plus difficile dans la vie de quelqu'un, c'est de savoir s'entourer. Et une fois qu'on a un bon entourage, les choses deviennent beaucoup plus simples. Gino, merci beaucoup. Ça fait presque 1 heure, je pense, Wes, non, qu'on discute. C'était juste incroyable parce que, comme j'ai dit précédemment, il y a des choses que moi-même, en tant que... je pense que ça fait quoi? Je suis arrivé en 2003 en Suisse, que je ne savais pas, puis que j'ai pu, grâce à ce podcast, grâce à ce moment que tu as partagé avec moi, connaître et savoir. Et j'espère que voilà, toutes les personnes qui ont demandé qui viennent, il est là, il a été là. Vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout parce que c'est intéressant. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Ça m'aide énormément à grandir. Merci et à bientôt. Ciao.